Dans l'enceinte suffocante du tribunal de grande instance de Paris, Aurélie Eben, une femme noire d'origine africaine, se tient droite, défiant un océan de regards hostiles. Ses yeux, sombres comme la nuit, brillants d'une colère contenue face à l'humiliation infligée par Gaspard Viffargent, un officier de police arrogant. Sale négresse, tu oses parler d'honneur crache-t-il, sa voix résonnant comme un coup de fouet dans la salle bondée. Les murmures s'élèvent, les téléphones capturent chaque seconde, mais personne n'ose intervenir. La tension est électrique, l'air saturé de préjugés raciaux. Soudain, Gaspard, ivre de rage, gifle Aurélie avec une violence qui fait taire la foule. Le claquement retentit comme un glas, un défi non seulement à Aurélie, mais à toute notion de justice. Pourtant, elle ne vacille pas. Son regard, glacial, transperce son agresseur, tandis qu'une goutte de sang perle sur sa lèvre, vestige d'un anneau arraché par le cou. Dans un geste inattendu, elle essuie le sang et lève un médaillon gravé d'un symbole africain, un talisman de sa grand-mère, murmuré comme un serment de résistance. Cette femme, cible de mépris raciste, n'est pas une simple témoin. Elle est une agente fédérale de la DGSI, une vérité qui fait trembler les murs du tribunal. Chaque mot qu'elle prononce désormais est une arme, chaque silence une menace. La foule retient son souffle car Aurélie n'est pas seulement une victime. Elle est une tempête prête à tout renverser, portée par une fureur sacrée contre l'injustice. Avant de plonger dans ce récit brûlant, si cette histoire d'injustice et de courage vous touche, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si elle ne vous plaît pas, un simple like suffit. Restez jusqu'à la fin, une révélation choc vous attend, prête à faire trembler vos convictions. La salle du tribunal de grande instance de Paris, encore frémissante du choc de l'altercation, semblait suspendue dans un silence oppressant. Le claquement de la gifle de Gaspard Viffargent sur le visage d'Aurélie Eben résonnait comme un écho dans les esprits, un acte de violence raciale qui avait figé les spectateurs, les journalistes et même les officiers en uniforme. Les téléphones, brandis comme des armes, continuèrent de filmer, capturant chaque détail de ce moment où la justice semblait s'effondrer sous le poids du mépris. Aurélie, le menton relevé, le médaillon africain scintillant à son cou, fixait Gaspard avec une intensité qui le faisait vaciller. La goutte de sang sur sa lèvre, vestige de l'anneau arraché, n'était pas un signe de faiblesse, mais un symbole de sa résistance. La foule, figée, attendait une réaction, un cri, une larme, un recul. Mais Aurélie ne leur donna rien de tout cela. Au lieu de cela, elle fit un pas en avant, ses talons claquant sur le parquet comme un défi, et plongea la main dans la poche de son blazer noir ajusté. D'un geste lent, presque théâtral, elle en sortit un insigne métallique, gravé du sceau de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI. La lumière des projecteurs du tribunal fit scintiller l'objet, projetant des reflets sur les visages médusés. Je suis Aurélie Eben, agente fédérale de la DGSI, mandatée pour superviser cette affaire sous l'autorité spéciale de l'inspection générale, déclara-t-elle d'une voix claire, tranchante comme une lame. Chaque mot était un coup porté au système qui l'avait sous-estimé. La salle explosa en murmures, un raz-de-marée de chuchotements qui brisa le silence. Les journalistes griffonnaient frénétiquement, les avocats échangeaient des regards incrédules, et les officiers, alignés comme une forteresse de badges rutilants, se raidirent, leurs expressions passant du dédain à l'incertitude. Gaspard, lui, restait pétrifié, ses poings serrés, le visage blême comme s'il venait de voir un fantôme. Il avait cru humilier une simple femme noire, une cible facile dans un tribunal dominé par les préjugés. Mais il venait de frapper une agente fédérale, une vérité qui transformait son geste en un scandale national. Aurélie ne s'arrêta pas là. Elle brandit l'insigne plus haut, le tenant comme un étendard, et ajouta « Vous pensiez me réduire au silence, mais vous venez de déclencher une tempête que vous ne pourrez arrêter. » Sa voix, empreinte d'une fureur contenue, vibrait d'une force qui fit frissonner l'assemblée. Dans la foule, une femme âgée, les lèvres pincées, secoua la tête, murmurant des mots inaudibles, tandis qu'un jeune homme, téléphone à la main, diffusait la scène en direct sur les réseaux sociaux. Les hashtags « Justice pour Aurélie » et « As the racisme au tribunal » commençaient déjà à inonder Twitter, chaque publication amplifiant la colère collective. Mais ce n'était pas seulement la révélation de son identité qui bouleversait la salle. Aurélie, dans un geste audacieux, sortit de sa poche un minuscule dispositif électronique, un enregistreur vocal dissimulé dans son médaillon.
Elle appuya sur un bouton et la voix de Gaspard, enregistrée quelques minutes avant l'audience, s'éleva, froide et venimeuse. Ces gens-là ne devraient pas être ici. On va la remettre à sa place, cette arrogante. La foule retint son souffle, horrifiée par cette preuve irréfutable de son racisme prémédité. L'enregistrement, clair et accablant, transforma le tribunal en un théâtre de chaos. Les avocats de la défense se levèrent, criant à l'illégalité de la preuve, mais le juge, un homme aux traits sévères, frappa son marteau avec une telle force que le bois craqua. « Silence !» ordonna-t-il, son visage trahissant une lutte intérieure. Il savait que cet enregistrement, bien que controversé, changeait tout. Aurélie, impassible, rangea le dispositif et fixa le juge. Cet homme, et ceux qui le protègent, pensèrent qu'une femme noire ne pouvait pas les défier. Ils se trompent. Ces mots, prononcés avec une autorité implacable, étaient un cri de guerre, une déclaration que le système, bâti sur des siècles de préjugés, ne pouvait plus l'ignorer. Dans les gradins, une adolescente noire, les yeux brillants de larmes, serra les poings, inspirée par cette femme qui refusait de plier. À l'opposé, un groupe d'officiers échangeait des regards nerveux, leurs murmures trahissant une peur grandissante. Mais le véritable coup de théâtre vint d'un détail que personne n'avait anticipé. Aurélie, toujours debout, tira de son sac une lettre scellée, marquée du sceau de l'inspection générale. Elle la tendit au greffier qui, tremblant, la transmit au juge. Ceci est une autorisation spéciale, signée par le ministre de l'Intérieur, pour ouvrir une enquête immédiate sur les agissements de cet officier et de ses supérieurs, annonça-t-elle. La salle, déjà en ébullition, plongea dans un tumulte indescriptible. Les journalistes se précipitèrent vers la sortie, leurs caméras braquées sur Aurélie, tandis que Gaspard, désormais livide, reculait comme un animal acculé. Il comprenait enfin que son geste, loin de l'élever, l'avait précipité dans un gouffre. Aurélie, elle, restait immobile, son insigne toujours à la main, son regard perçant la foule. Elle n'était plus seulement une victime ou une agente. Elle était une force de la nature, une femme noire défiant un système qui l'avait toujours reléguée à l'ombre. Ce moment, capturé par des dizaines de caméras, n'était pas seulement une victoire personnelle. Il était un cri de ralliement pour tous ceux qui, comme elle, avaient été réduits au silence par le racisme et l'injustice. Les murs du tribunal, imprégnés de siècles d'histoire, semblaient en trembler sous la pression de sa colère. Aurélie savait que cette révélation n'était que le début. Chaque regard hostile, chaque chuchotement raciste, chaque main levée contre elle n'avait fait que renforcer sa détermination. Elle n'était pas là pour se défendre. Elle était là pour renverser un système qui avait trop longtemps prospéré sur le mépris. Et tandis que la foule continuait de murmurer, que les flashs des appareils photo illuminaient son visage, Aurélie Eben se tenait là, inébranlable, prête à faire tomber les masques, un par un, jusqu'à ce que la vérité éclate, aussi brutale et inéluctable que la fureur qu'elle portait en elle. Alors que l'écho de la révélation d'Aurélie Eben résonnait encore dans le tribunal de grande instance de Paris, la salle, plongée dans un chaos de murmures et de flashs, semblait sur le point d'imploser. L'insigne de la DGSI, brandi comme un glaive, et l'enregistrement accablant de Gaspard Vif-Argent avaient transformé l'audience en un champ de bataille. Les journalistes, tels des vautours, se bousculaient pour capturer chaque instant, tandis que les officiers, figés dans leurs uniformes impeccables, échangèrent des regards où se mêlaient peur et défiance. Aurélie, debout, le médaillon africain scintillant à son cou, dominait la scène, son autorité désormais incontestable. Mais ce n'était que le prélude. Ce qui suivit, dans une explosion de violence publique, allait marquer les esprits et graver son nom dans l'histoire tumultueuse de la justice française. La tension, déjà insoutenable, atteignit son paroxysme lorsque Gaspard, le visage déformé par une rage incontrôlable, se rua vers Aurélie. « Tu crois que ton insigne te protège, sale noire ?» hurla-t-il, sa voix brisant le fragile vernis de l'ordre judiciaire. Dans un geste aussi brutal qu'inattendu, il la gifla à nouveau, cette fois avec une force qui fit vaciller son corps. Le claquement, sec et retentissant, résonna comme une détonation dans la salle bondée. Une goutte de sang jaillit de la lèvre d'Aurélie, traçant un sillon écarlate sur sa joue, tandis que son médaillon, arraché par le choc, tomba au sol avec un tintement métallique. La foule retint son souffle, paralysée par l'audace de cet acte. Mais ce n'était pas tout. Dans un élan de défi, Gaspard cracha à ses pieds, un geste chargé de mépris racial qui transforma l'incident en un symbole criant d'injustice. Les téléphones, brandis par dizaines,
immortalisèrent la scène, chaque image devenant un carburant pour la colère nationale. Aurélie, loin de s'effondrer, redressa la tête, ses yeux brûlants d'une fureur sacrée. Elle ramassa lentement le médaillon, ses doigts tremblants de rage, et le serra contre sa poitrine comme un serment. « Vous pensez que votre violence peut m'arrêter » lança-t-elle, sa voix vibrant d'une puissance qui fit frissonner l'assemblée. Chaque mot était une flèche, chaque regard une condamnation. Mais ce qui rendit ce moment inoubliable fut l'intervention inattendue d'un spectateur, un jeune homme noir, vêtu d'un sweat à capuche, qui se leva des gradins. « Assez !» cria-t-il, sa voix brisant le silence oppressant. Il brandit une pancarte artisanale où l'on pouvait lire « Plus jamais ça, justice pour les nôtres ». Ce geste, spontané et courageux, déclencha une vague de réactions dans la foule. Une femme âgée, les larmes aux yeux, applaudit, tandis qu'un groupe d'étudiants scanda « Aurélie! Aurélie !» La salle, divisée entre indignation et soutien, devint un volcan prêt à entrer en éruption. Le juge, dépassé par l'ampleur du scandale, frappa son marteau à plusieurs reprises, son visage rouge de frustration. « Ordre! Ordre dans la salle !» hurla-t-il, mais sa voix se perdait dans le tumulte. Les officiers de sécurité, hésitants, s'approchèrent de Gaspard, mais aucun n'osa le saisir immédiatement. Il était l'un des leurs, un collègue décoré, et cette hésitation trahissait la complicité tacite du système. Aurélie, toujours debout, pointa un doigt accusateur vers Gaspard. Cet homme n'a pas seulement frappé une femme, il a frappé la justice elle-même, et il l'a fait au nom de votre silence. Ces mots, chargés d'une colère froide, s'adressaient autant à la foule qu'aux institutions qui avaient permis à des actes racistes de prospérer. Dans un geste audacieux, elle arracha une page de son dossier et la tendit au greffier. Voici la liste des plaintes ignorées contre cet officier, toutes étouffées par vos supérieurs. Combien de fois faudra-t-il encore? L'impact de cette violence publique fut immédiat et dévastateur. En quelques minutes, les réseaux sociaux s'embrasèrent. Les hashtags « LAN gifle raciste » et « Kian Justice pour Aurélie » dominaient Twitter, accompagnés de clips de 10 secondes montrant la gifle et le crachat de Gaspard. Une chaîne de télévision nationale interrompit ses programmes pour diffuser la scène en direct. Le présentateur, visiblement ému, déclarant « Ce que nous venons de voir n'est pas seulement un scandale. C'est une blessure ouverte dans l'âme de notre République. » À l'extérieur du tribunal, une foule commença à se rassembler, brandissant des pancartes dénonçant le racisme systémique. Un manifestant, micro en main, haranguait la foule. « Ils veulent nous faire taire, mais aujourd'hui, Aurélie et Ben parlent pour nous tous. » Les CRS déployés en urgence formaient un cordon, mais la tension montait, chaque cri amplifiant la colère collective. Ce qui rendit cet instant encore plus poignant fut une découverte macabre, révélée par un journaliste intrépide qui s'était infiltré dans les coulisses du tribunal. Quelques minutes après l'incident, une enveloppe anonyme fut glissée sous la porte de la salle de presse, contenant une photo floue mais troublante. Un badge de police taché de sang, portant le nom de Gaspard Vif-Argent. Une note griffonnée accompagnait l'image, ce n'est que le début. Cette révélation, bien que non vérifiée, alimenta les spéculations et ajouta une couche de mystère à l'affaire. Était-ce une menace, une mise en scène, ou la preuve d'un complot plus vaste? Aurélie, informée en coulisses, serra les dents, comprenant que cette violence n'était pas un acte isolé, mais un symptôme d'un système prêt à tout pour la briser. Le tribunal, désormais un théâtre de guerre, vibrait sous la pression de l'indignation. Aurélie, au centre de la tempête, n'était plus seulement une agente fédérale. Elle était devenue l'incarnation d'une lutte plus grande, celle d'une femme noire défiant des siècles de mépris. Chaque regard posé sur elle, chaque caméra braquée, chaque cri dans la foule renforçait sa détermination. Elle savait que cette gifle, ce crachat, n'étaient pas des accidents. Ils étaient les armes d'un système qui refusait de plier. Mais Aurélie et Ben, avec son médaillon brisé et sa fureur intacte, étaient prêtes à riposter, non pas avec des poings, mais avec une vérité si puissante qu'elle ferait trembler les fondations de l'injustice. Alors que le tumulte du tribunal de grande instance de Paris s'apaisait à peine, la silhouette d'Aurélie et Ben, debout au centre de la salle, semblait porter le poids d'un combat plus grand que l'affront qu'elle venait de subir. Le claquement de la gifle de Gaspard Vif-Argent, son crachat chargé de mépris racial, et la révélation de son insigne de la DGSI avaient transformé l'audience en un brasier d'indignation. Les cris de la foule à l'extérieur, les flashs des caméras,
Et l'enveloppe anonyme contenant le badge ensanglanté de Gaspard alimentait un feu qui menaçait de consumer les fondations du système judiciaire. Pourtant, sous son regard d'acier et son médaillon brisé serré contre sa poitrine, Aurélie cachait une blessure bien plus profonde. Un chagrin qui alimentait sa fureur et donnait à chaque pas qu'elle faisait l'allure d'une croisade. Cette blessure portait un nom. Zénobe Astre, son frère cadet, arraché à la vie dans une tragédie qui hantait ses nuits. Dans l'ombre de son esprit, Aurélie revivait sans cesse cette nuit maudite à la Courneuve, un quartier pauvre où les rêves s'éteignaient sous le poids de la misère et des préjugés. Zénobe, un adolescent de 15 ans, vif et passionné de dessin, avait été poursuivi par la police pour un prétendu vol de vélo. Les rapports officiels, froids et laconiques, parlaient d'une résistance à l'autorité. Mais Aurélie savait la vérité, une vérité gravée dans son âme comme une cicatrice. Zénobe, désarmé, terrifié, avait été acculé dans une ruelle sombre. Sans sommation, un officier, dont le nom fut effacé des registres, lui avait tiré une balle en pleine tête, un acte d'une brutalité inouïe qui avait fait voler en éclats le crâne du garçon. Gaspard Vif-Argent était là, posté à quelques mètres, son regard impassible observant la scène comme un spectateur d'un drame qu'il refusait d'arrêter. Le sang de Zénobe avait taché le bitume, et avec lui, les espoirs d'une famille brisée. Ce souvenir, ravivé par la violence de Gaspard au tribunal, était une lame qui lacérait le cœur d'Aurélie. Chaque insulte raciale, chaque geste de mépris était un écho de cette nuit où son frère, traité comme un moins que rien, avait été exécuté sans procès. Mais ce qui attisait sa rage, c'était une découverte récente, un détail glaçant qu'elle avait exhumé des archives poussiéreuses de la DGSI. Une note manuscrite, glissée dans un dossier classé secret, mentionnait un ordre donné par radio cette nuit-là. Neutralisez-le, pas de traces. Cette phrase cryptique et terrifiante portait l'empreinte d'une autorité supérieure, une ombre qui planait sur la Courneuve et sur le tribunal aujourd'hui. Aurélie, en fouillant les registres, avait retrouvé une correspondance codée reliant cet ordre à Gaspard et à un réseau d'officiers intouchables, protégés par des puissants tapis dans l'ombre. Dans la salle d'audience, alors que le juge tentait de rétablir un semblant d'ordre, Aurélie sentit cette fureur monter en elle, une tempête prête à tout balayer. Elle s'avança vers le pupitre, ignorant les regards hostiles des avocats de la défense. « Vous pensez que votre violence est nouvelle ?» lança-t-elle, sa voix tremblante de colère mais d'une clarté implacable. « Elle a tué mon frère, Zénobe Astre, abattu comme un animal parce qu'il était noir et pauvre. » La salle, déjà secouée, plongea dans un silence de plomb. Les spectateurs, les journalistes, même les officiers, sentirent le poids de cette révélation. Aurélie brandit une photo qu'elle sortit de son dossier, une image floue mais déchirante. Zénobe, souriant, un carnet de dessin à la main, quelques mois avant sa mort. Il avait 15 ans, il n'a jamais résisté. Et vous, Gaspard, vous étiez là, complice par votre silence. Ce qui rendit ce moment encore plus saisissant fut un incident imprévu. Alors qu'Aurélie parlait, un cri perçant déchira la salle. Une femme assise au fond se leva, le visage inondé de larmes. « C'était mon fils !» hurla-t-elle, sa voix brisée par le chagrin. C'était la mère de Zénobe, Aminata, venue en secret pour soutenir Aurélie. Elle s'avança, chancelante, soutenue par un jeune homme, et pointa un doigt tremblant vers Gaspard. « Vous avez laissé mon garçon mourir, vous et vos semblables !» La foule, bouleversée, éclata en sanglots et en cris de soutien. Les caméras pivotèrent envers Aminata, capturant ce moment de douleur brute qui donnait un visage humain à l'injustice. Gaspard, acculé, tenta de se défendre. « Je n'ai rien fait !»« Ce n'était pas moi !» balbutia-t-il, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Aurélie, implacable, posa la photo de Zénobe sur le pupitre, comme un autel de vérité. « Votre silence a tué, et il tue encore. Combien d'autres Zénobes faudra-t-il pour que vous cessiez de fermer les yeux ?» Ces mots, chargés d'une rage qui semblait faire vibrer les murs, étaient un appel à la révolte, un défi lancé non seulement à Gaspard, mais à tout un système bâti sur l'impunité. Les réseaux sociaux, déjà en feu, s'embrasèrent davantage. Une vidéo de l'intervention d'Aminata, sous-titrée « Une mère brisée accuse », devint virale en quelques minutes, amplifiant la colère nationale. Le juge, dépassé, suspendit l'audience, mais le mal était fait. La douleur d'Aurélie, incarnée par la mémoire de Zénobe et la voix d'Aminata,
avait transformé le tribunal en un miroir impitoyable des injustices raciales. À l'extérieur, la foule grossissait, scandant le nom de Zénob, un nom qui, jadis effacé des rapports, devenait désormais un cri de ralliement. Aurélie, en quittant la salle, serra sa mère dans ses bras, leurs larmes se mêlant dans un silence plus éloquent que tous les discours. Elle savait que cette blessure, cette fureur, ne s'éteindrait jamais. Mais elle savait aussi que chaque mot prononcé, chaque vérité révélée, était une arme pour venger Zénob et tous ceux que le système avait broyés. La lutte ne faisait que commencer, et Aurélie Eben, portée par une colère inextinguible, était prête à faire tomber les masques jusqu'à ce que justice soit rendue. Alors que l'audience au tribunal de grande instance de Paris s'était brutalement interrompue, le nom de Zénob Astre, crié par sa mère Aminata et porté par la fureur d'Aurélie Eben, résonnait encore dans les couloirs de pierre. La salle, secouée par la gifle raciste de Gaspard Vif-Argent, la révélation de l'insigne DGSI d'Aurélie et la douleur brute d'une famille brisée, vibraient d'une énergie explosive. À l'extérieur, les cris de la foule, scandant « Justice pour Zénob », se mêlaient au vacarme des sirènes des CRS déployées en urgence. Les réseaux sociaux, inondés de vidéos de l'altercation et du témoignage d'Aminata, transformèrent l'incident en un symbole national de la lutte contre le racisme systémique. Mais derrière cette tempête publique, une machine bien plus sombre se mettait en marche. Une machine conçue pour étouffer la vérité et réduire Aurélie au silence, non par la force brute, mais par une manipulation aussi insidieuse que cruelle. Dans les entrailles de la DGSI, loin des regards indiscrets, Aurélie découvrit l'ampleur de ce complot lorsqu'un courriel anonyme, envoyé depuis un serveur intraçable, atterrit dans sa boîte sécurisée. Le message, laconique, contenait un seul fichier. Un rapport interne de l'unité de gestion de crise, UGC, une branche obscure de la police nationale. Ce document, marqué « Confidentiel défense », détaillait une campagne orchestrée pour discréditer Aurélie. Intitulée « Opération Ombre », elle visait à neutraliser la menace ébène par des tactiques de diffamation raciale, de falsification de preuves et de surveillance invasive. Chaque ligne était un coup de poignard, révélant comment ses moindres gestes étaient épiés, ses appels interceptés et ses dossiers manipulés. Pire encore, le rapport mentionnait explicitement son identité noire comme un levier psychologique à exploiter, avec des instructions pour amplifier les stéréotypes raciaux dans les médias, afin de la présenter comme une agitatrice instable. La lecture de ces mots raviva en Aurélie une colère incandescente, une rage qui lui brûlait les veines. Ce qui rendit cette découverte encore plus glaçante fut un détail inédit. Une liste de cibles secondaires incluant Aminata, sa mère, et plusieurs membres de sa communauté à la Courneuve, désignés comme « points de pression potentiels ». Une note manuscrite, scannée dans le document, ordonnait « Utiliser leur douleur pour briser sa crédibilité ». Aurélie, en parcourant ces lignes, sentit son cœur se serrer, non pas de peur, mais d'une fureur viscérale. Il ne se contentait en pas de l'attaquer. Il profanait la mémoire de Zénob et la souffrance de sa famille pour la faire plier. Dans un accès de rage, elle frappa son bureau, renversant une tasse qui se brisa au sol, son éclat résonnant comme un cri dans la pièce silencieuse. Mais ce n'était pas tout. Une pièce jointe au rapport contenait une photo volée, prise à son insu lors d'un hommage privé à Zénob, où elle pleurait devant sa tombe. L'image, manipulée, était accompagnée d'une légende mensongère. Eben simule l'émotion pour manipuler l'opinion. Le lendemain, cette photo truquée apparut dans un tabloïd à scandale, titré « Aurélie Eben, héroïne ou manipulatrice ». L'article, anonyme mais rédigé avec une précision chirurgicale, insinuait qu'elle exploitait la mort de son frère pour sa carrière. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, des comptes anonymes amplifiant le mensonge, certains allant jusqu'à publier des montages racistes la caricaturant en sorcière. À la Courneuve, des graffitis injurieux apparurent sur les murs de l'immeuble d'Aminata, l'un d'eux déclarant « Eben, rentre chez toi ». Chaque attaque était un coup de marteau, conçu pour briser non seulement sa réputation, mais son esprit. Pourtant, Aurélie, loin de fléchir, sentit sa colère se muer en une détermination froide, presque effrayante. Elle comprit que l'UGC ne cherchait pas à la vaincre en justice, mais à l'effacer de l'histoire, à faire d'elle un symbole de honte raciale. Dans un moment de défi, Aurélie organisa une réunion clandestine avec un groupe de journalistes indépendants dans un café discret du 18e arrondissement. Là,
Sous la lumière tamisée d'une lampe à pétrole, elle leur remit une clé USB contenant une copie du rapport UGC. Publiez tout, ordonna-t-elle, sa voix tremblante de rage. Qu'ils sachent que je ne me tairai pas. Mais ce qui transforma cette rencontre en un coup de théâtre fut l'irruption soudaine d'un homme masqué qui glissa une enveloppe sur la table avant de disparaître. À l'intérieur, une carte mémoire contenant un enregistrement audio. Une conversation entre deux officiers de l'UGC discutant de la nécessité de faire taire Eben avant qu'elle ne trouve le lien avec Corvus. Ce nom, Thibaut Corvus, était celui d'un haut magistrat, une ombre derrière le meurtre de Zénob. L'enregistrement, brut et non filtré, était une bombe à retardement. La publication du rapport et de l'audio le lendemain déclencha une tempête médiatique. Les chaînes nationales, d'abord réticentes, furent forcées de couvrir l'affaire sous la pression populaire. À l'Assemblée nationale, des députés exigèrent une enquête immédiate sur l'UGC. À la Courneuve, une marche spontanée réunit des milliers de personnes, brandissant des portraits de Zénob et scandant « Plus jamais ». Mais pour Aurélie, chaque victoire était amère. Elle savait que l'UGC, tapis dans l'ombre, préparait une contre-attaque. Dans son appartement sécurisé, elle trouva un message glissé sous sa porte. « Tu ne peux pas gagner. Rends-toi, ou ta mère sera la prochaine. » Ces mots, écrits à l'encre rouge, étaient une menace directe, un rappel que le système ne reculait devant rien. Aurélie, serrant le médaillon brisé de Zénob, sentit sa colère atteindre un point de non-retour. Elle n'était plus seulement une agente luttant pour la justice. Elle était une femme noire défiant un monstre invisible, un système qui avait prospéré sur le silence et la peur. Chaque attaque, chaque mensonge, chaque menace ne faisait que renforcer sa résolution. Elle savait que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était son arme la plus redoutable. Et tandis que Paris s'embrasait sous le poids de son combat, Aurélie Eben se tenait prête, sa fureur comme un phare dans la nuit, déterminée à faire tomber les responsables coûte que coûte. Alors que Paris bouillonnait sous l'onde de choc des révélations d'Aurélie Eben, la ville semblait scindée en deux. D'un côté, les foules en colère réclamant justice pour Zénob Astre, de l'autre, un système judiciaire ébranlé par les fuites de l'unité de gestion de crise, UGC. Les murs de La Courneuve, couverts de graffitis dénonçant le racisme, vibraient au rythme des marches populaires, tandis que les médias, galvanisés par l'enregistrement compromettant et le rapport accablant, mettaient à nu les manipulations orchestrées pour briser Aurélie. Mais dans l'ombre de cette tempête publique, une trahison plus intime, plus dévastatrice, se préparait à frapper. Aurélie, retranchée dans son appartement sécurisé, serrant le médaillon brisé de Zénob, ignorait encore que la main qui allait la poignarder viendrait de celle qu'elle considérait comme une alliée. Clémence Étoile, sa fidèle assistante. Assise à son bureau, entourée de dossiers éparpillés, Aurélie scrutait un écran où s'affichèrent des journaux d'accès au serveur de la DGSI. Une alerte de sécurité, déclenchée par un accès non autorisé, l'avait poussée à fouiller les données. Ce qu'elle découvrit la glaça. Des connexions répétées à des fichiers confidentiels, rapports UGC, notes sur l'enquête Zénob, même des brouillons de ses propres stratégies, toutes tracées jusqu'à un compte utilisateur. CP étoile-dgsi.fr. Clémence, la jeune femme discrète, qui préparait son café chaque matin, qui classait ses transcriptions avec une précision maniaque, avait accédé à ces documents. Pire, les eurodatages montraient qu'elle avait modifié des métadonnées, effaçant ses traces avec un code d'administrateur volé. La colère d'Aurélie, déjà à vif, explosa en une fureur silencieuse, ses doigts crispés sur le bord de la table, ses ongles s'enfonçant dans le bois. Comment Clémence, qu'elle avait formée, protégée, avait-elle pu la trahir ainsi? Le lendemain, dans une salle de réunion exiguë de la DGSI, Aurélie convoqua Clémence, seule, sans témoin. Les rideaux tirés, l'air lourd, elle posa un rapport imprimé sur la table, les lignes soulignées au marqueur rouge. « Explique », ordonna-t-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Clémence, les yeux baissés, les épaules voûtées, ne tenta pas de nier. « Je savais que tu finirais par le découvrir », murmura-t-elle, sa voix tremblante mais dénuée de remords. Elle avoua avoir été approchée 9 mois plus tôt par un homme se présentant comme un consultant en communication interne. Il lui avait promis des promotions, des accès privilégiés, si elle fournissait des informations sur Aurélie. Au début, ce n'étaient que des agendas, des brouillons anodins.
Mais bientôt, les demandes s'intensifièrent. Des rapports UGC, des enregistrements sensibles, même des détails sur les déplacements d'Aminata, la mère d'Aurélie. En échange, Clémence reçut des invitations à des séminaires prestigieux, des éloges dans ses évaluations. Personne ne m'a forcé, admit-elle, les yeux toujours rivés au sol. C'était facile, trop facile. Ce qui rendit cette trahison encore plus insoutenable fut une révélation inattendue. Aurélie, fouillant dans les fichiers téléchargés par Clémence, découvrit un courriel qu'elle avait envoyé à un destinataire inconnu contenant une photo d'Aurélie prise à son insu lors d'une réunion communautaire à La Courneuve. La légende jointe, rédigée dans un style clinique, déclarait « Eben exploite les tensions raciales pour galvaniser ses soutiens ». Ce courriel, daté de la veille de l'article diffamatoire du tabloïd, prouvait que Clémence avait orchestré la campagne médiatique qui la caricaturait en manipulatrice. Mais le coup de grâce vint d'un détail macabre. Parmi les fichiers, Aurélie trouva une vidéo volée, filmée par un drone, montrant Aminata recevant des menaces anonymes à son domicile. La voix off, déformée, murmurait « Dis à ta fille de se taire, ou tu rejoindras ton fils ». Clémence, en transmettant cette vidéo, avait sciemment mis la vie d'Aminata en danger. Aurélie, les poings serrés, sentit une rage volcanique monter en elle. « Tu n'as pas seulement vendu des données », lança-t-elle, sa voix vibrant d'une colère qui semblait faire trembler les murs. « Tu as vendu ma famille, notre douleur, pourquoi? Une promotion ?» Clémence, enfin, leva les yeux, son visage pâle, mais étrangement calme. « Je pensais que tu étais assez forte pour survivre à ça, » dit-elle. « Je ne voulais pas te détruire. » Ces mots, loin d'apaiser Aurélie, ne firent qu'attiser sa fureur. Elle rassembla les documents, les jetant presque sur la table. « Tu étais ma sœur d'armes, » murmura-t-elle, chaque syllabe chargée de douleur. « Et tu as choisi de poignarder dans le dos une femme noire qui se bat pour nous tous. » Dans un rebondissement dramatique, Aurélie activa un traceur qu'elle avait secrètement installé sur le téléphone de Clémence. Les données révélèrent une rencontre récente avec un homme surnommé le Gestionnaire, un agent de l'UGC opérant sous les ordres de Thibault Corvus. Cette preuve, bien que fragile, était un fil conducteur vers le cœur du complot. Aurélie, sans un mot de plus, ordonna à Clémence de quitter la pièce. Elle ne la dénonça pas immédiatement, pas par pitié, mais parce qu'elle savait que la garder sous surveillance pourrait la mener au véritable marionnettiste. Clémence partit, ses pas résonnant dans le couloir, laissant derrière elle un vide glacial. La trahison de Clémence, amplifiée par la menace contre Aminata, transforma la lutte d'Aurélie en une croisade personnelle. Chaque regard qu'elle croisait à la DGSI, chaque silence de ses collègues, était désormais suspect. Elle était seule, isolée dans une institution qui la voyait comme une menace, non pas à cause de ses actions, mais à cause de sa couleur de peau et de sa détermination. Pourtant, cette solitude ne fit que durcir sa résolution. Dans son appartement, tard dans la nuit, Aurélie alluma une bougie devant la photo de Zénob, son médaillon brisé à côté. « Ils pensent pouvoir me briser », murmura-t-elle, ses yeux brillants de larmes et de rage. « Mais ils ne savent pas que ma colère est plus forte que leur système. » Elle savait que chaque pas désormais serait un combat, mais elle était prête à affronter l'UGC, Corvus, et tous ceux qui avaient osé profaner la mémoire de son frère. La vérité, coûte que coûte, serait son arme et sa fureur son bouclier. Un soir d'orage à Bordeaux, dans une usine désaffectée transformée en bunker improvisé, Aurélie reçut un colis anonyme glissé sous une porte rouillée. À l'intérieur, une clé USB marquée d'un simple mot « Vérité ». Son cœur battant à tout rompre, elle brancha le dispositif sur un ordinateur hors réseau. L'écran s'alluma, révélant une séquence de 23 secondes datée du 7 juillet 2018 à La Courneuve. Zénob, 15 ans, apparaissait, dos au mur, les mains levées, son visage juvénile marqué par la peur. Aucune arme, aucun geste de résistance. 3 officiers surgirent, dont Gaspard Vif-Argent, identifiable à son badge scintillant. Un autre, arme au poing, attendait. Puis, une voix froide sur la radio. « Neutralisez-le, tirez !» L'ordre, clair et sans équivoque, provenait de Thibault Corvus, alors conseiller stratégique, aujourd'hui haut magistrat. Une balle fusa, perçant le crâne de Zénob, son corps s'effondrant dans un silence assourdissant. Gaspard, immobile, hocha la tête. Un geste discret mais accablant, scellant sa complicité. Aurélie, les larmes brûlant ses yeux,
visionna la vidéo 3 fois, chaque seconde ravivant sa rage. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était un cri d'outre-tombe, la voix de Zénob réclamant justice. Dans un rebondissement saisissant, Aurélie découvrit une note jointe à la clé USB, écrite à la main. De la part de l'ombre silencieuse, un ex-agent UGC. Ils savent que j'existe. Cet informateur, risquant sa vie, avait piraté les archives scellées pour lui transmettre la vidéo. La colère d'Aurélie, désormais incandescente, la poussa à agir. Elle contacta un hacker connu sous le pseudonyme L'Insoumis, un ancien collègue radié pour avoir dénoncé des corruptions internes. Ensemble, ils préparèrent une diffusion clandestine, utilisant un réseau crypté pour protéger la source. Aurélie savait que publier cette vidéo déclencherait une chasse à l'homme, mais sa fureur l'emportait sur la peur. « Ils ont tué mon frère », murmura-t-elle, serrant le médaillon brisé. « Maintenant, ils vont payer. » Le samedi soir suivant, dans un ancien studio de télévision abandonné à Bordeaux, Aurélie et Gaspard Vif-Argent, désormais alliés improbables, se tenaient côte à côte sous des projecteurs de fortune. Gaspard, brisé par la révélation de son rôle dans le système, avait choisi de se racheter, non par héroïsme, mais par un besoin viscéral de vérité. La diffusion commença, retransmise sur un canal pirate infiltrant les réseaux judiciaires et médiatiques. Aurélie, visage fermé, présenta la vidéo, chaque image projetée comme un coup de marteau. « Voici Zénob Astre, abattu de sang-froid », déclara-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Et voici l'ordre de Thibaut Corvus, l'homme qui se cache derrière vos lois. » La foule connectée, des milliers d'internautes, d'avocats, de citoyens, retint son souffle. Gaspard, la gorge nouée, ajouta « J'étais là, j'ai laissé faire. Mais aujourd'hui, je refuse de me taire. » Dans un coup de théâtre, un signal d'alerte clignota sur le serveur. Un flux vidéo non autorisé tenta de s'infiltrer. L'Insoumis, agissant rapidement, isola la transmission, révélant un message en direct d'un homme masqué, se revendiquant ancien subordonné de Corvus. « Il a ordonné l'effacement des preuves », déclara-t-il, brandissant un disque dur. « Voici les originaux. » Ce témoignage, impromptu et risqué, électrisa l'audience virtuelle. Les réseaux sociaux explosèrent, les hashtags « Ya Zénob Vérité » et « Maquin Corvus coupable » dominant les tendances. À Paris, une foule se massa devant le palais de justice, scandant le nom d'Aurélie. Thibaut Corvus, acculé, fut contraint d'apparaître sur le flux, son visage blême sous les projecteurs. Il ne nia pas, mais son silence était une condamnation. Aurélie, fixant la caméra, lança « Vous pensiez nous enterrer, mais la vérité ne meurt jamais. » Dans un dernier geste, elle projeta une photo de Zénob, son sourire éclatant contrastant avec le sang versé. La diffusion s'acheva sur cette image, un symbole indélébile. En quelques heures, des pétitions exigèrent la destitution de Corvus, l'UGC fut dissoute, et Zénob devint un martyr national. Aurélie, épuisée mais inflexible, savait que ce combat, porté par sa colère, avait ébranlé un système qui ne pourrait plus se cacher.